bonjour. Bonjour. Avant de commencer, je vais rapidement me présenter. Donc, je suis Julien Leblanc. Ça fait environ 2 ans que je contribue au développement commercial de Sprinklr en France. Je te laisse en faire de même. Et donc David Pavie, ça fait 17 ans que je travaille dans le digital. J'ai passé la moitié en agence et l'autre moitié chez l'annonceur. Et depuis 3 ans, j'ai rejoint Michelin comme responsable de la communication digitale pour le groupe. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais prendre quelques secondes pour vous présenter très brièvement Sprinklr. Sprinklr, c'est une plateforme technologique de management des réseaux sociaux. La plus complète sur le marché. On couvre environ 24 réseaux sociaux. La plus complète, pourquoi ? Parce qu'on adresse à la fois en amont tout ce qui va toucher, on en a parlé ce matin, au social listening. Donc on est assez convaincu que ce que vous pourrez dire, et c'est la deuxième brique, tout ce qui va toucher à l'engagement au publishing sera d'autant plus pertinent que ce sera dit en fonction de ce que vous aurez entendu. Et puis une fois que vous aurez très bien fait toute cette partie écoute et management de vos médias, de vos propres médias, la capacité un petit peu plus en aval à optimiser vos campagnes de paid notamment. Donc vraiment cette notion de paid, own, earn, d'un point de vue technologique, afin de servir les piliers de l'entreprise au travers des concepts qui sont plus si nouveaux, de social marketing, social advertising, social customer care notamment, social research également. On a énormément de data disponible en temps réel. Il ne faut pas attendre d'avoir des rapports ad hoc pour ça. Et l'objectif, in fine, bien entendu, c'est de pouvoir replacer le client au cœur des décisions business et vraiment permettre à nos clients, qui sont des grands groupes dans l'ensemble, de passer d'un modèle qui est encore très brand-centrique à un modèle beaucoup plus customer-centrique. Voilà, on a été créé en 2009, on est une société américaine, encore privée, on est environ 1400 et comme je vous le disais, effectivement, la plupart de nos clients sont des grands groupes. Je peux te laisser nous présenter Michelin également ? Alors Michelin est un peu plus ancien que Sprinklr, puisqu'on est un groupe plus que centenaire. On est un groupe, on a beaucoup travaillé chez Michelin, on est plus de 110 000. Notre activité principale, c'est le pneumatique. On fait des pneus pour tout, les avions, les voitures, les vélos, les métros, les engins de génie civil. Ça va de quelques centimètres de diamètre à plusieurs mètres. Et on est aussi connu pour notre activité cartes et guides, qui est beaucoup moins rémunératrice, mais qui génère beaucoup de notoriété. On est avec 14% de part de marché, enfin un peu en dessous, un des co-leaders du marché, qui est un marché assez éclaté, qui est très challengé par des tout petits acteurs aujourd'hui qui viennent d'Asie. Et donc ça rend assez complexe de se battre dans cet univers-là, parce que voilà, c'est vraiment des tout petits acteurs qui grignotent les parts de marché. On a un portefeuille de marques assez important pour répondre à différents positionnements de produits sur différents marchés. Mais une des particularités de Michelin, c'est d'avoir une marque groupe qui est aussi utilisée en marque commerciale et pour des activités assez diverses, puisqu'on l'utilise à la fois pour le pneumatique comme marque premium, mais aussi pour l'activité cartes et guides. Et puis Michelin, c'est la marque préférée des Français. En termes de réputation, c'est la 13e marque mondiale. On ne le réalise peut-être pas, mais c'est devant Nike, Apple ou Amazon en termes de réputation. Donc c'est une marque très très forte, et ça c'est très structurant dans notre stratégie de communication. Alors, moi j'ai une première question pour toi. On a commencé à travailler avec toi, avec tes équipes, il y a 18-24 mois. Est-ce qu'on peut faire un retour arrière ? Est-ce que tu peux nous décrire les raisons qui ont poussé Michelin à envisager une restructuration, ou en tout cas à repenser la stratégie digitale, social media ? Quel a été le constat ? Quels ont été les éléments clés qui, à vos yeux, n'étaient pas satisfaisants et qui ont justifié justement ce changement, cette rationalisation au travers, entre autres, la mise à place d'un outil ? Alors, on fait du digital depuis assez longtemps. Via Michelin, calculait des itinéraires de cartes et guides avant Google Maps. Mais c'est vrai que c'est devenu vraiment une priorité du groupe depuis 3 ans, à peu près le moment où je suis arrivé chez Michelin. Donc pendant longtemps, le social media s'est monté un peu par le bas, en fonction des besoins de différentes entités dans différents pays. Et une des conséquences de ça, c'est qu'on a vraiment beaucoup de comptes. On a à peu près pas loin de 160 comptes social media, ce qui est quand même beaucoup à gérer. 30% de nos fans sont en Chine, où les réseaux sociaux sont quand même très très avancés. Et donc, une des problématiques qu'on a aujourd'hui, c'est de rationaliser un peu tout cet écosystème-là pour garder un peu de cohérence. Avec un objectif business, enfin des objectifs business clés. On parlait effectivement de l'expérience la marque très forte. Même avant les objectifs business, il y a un objectif de marque, donc, qui est de capitaliser sur cette marque très forte dont je parlais tout à l'heure. Donc on a fait plusieurs choses. D'abord, on est en train d'essayer de rationaliser un peu notre écosystème avec moins de comptes, plus puissants,
On pense que c'est un bon moyen de préserver la marque. Aujourd'hui, l'organisation des comptes réseaux sociaux, elle traduit plus notre organisation interne qui est assez compliquée. Et on aimerait bien que l'écosystème digital représente plus les besoins des clients. Donc on fait un travail là-dessus en ce moment. Ça impliquera probablement de mieux collaborer ensemble. C'est-à-dire que si on a moins de comptes, mais on a toujours autant de personnes en interne qui ont besoin d'avoir accès aux comptes réseaux sociaux pour leur stratégie, il va falloir mieux collaborer ensemble. Et c'est là qu'un outil comme Sprinklr trouve toute sa valeur, parce que c'est vraiment un outil collaboratif. Et donc on a l'ambition vraiment de mettre toutes les personnes qui travaillent sur les réseaux sociaux du groupe sur Sprinklr cette année. Et puis ça nous aidera aussi à protéger la marque. Il y a énormément de comptes réseaux sociaux qui se créent en dehors des process, parfois même à l'intérieur du groupe, mais surtout beaucoup à l'extérieur du groupe. On est une marque très piratée. Ce capital sympathie, on en est très fiers, mais parfois il génère aussi un problème de cohérence de la marque, et donc on est très vigilant. On fait fermer beaucoup de comptes qui utilisent les actifs de la marque sans notre autorisation. Voilà, on est très vigilant là-dessus. Et donc sur ces 3 points, le déploiement de Sprinklr est supposé nous aider énormément. On a engagé il y a environ 18 mois, on a fait des tests avec certains utilisateurs, c'est en cours de déploiement. Est-ce que tu peux globalement, alors c'est un déploiement assez complexe au niveau mondial sur différentes lignes business, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des outils de mesure de succès de ce déploiement, de ce projet, la manière dont vous allez pouvoir mesurer le progrès et puis le cas échéant vous dire on est sur la bonne voie ou alors là on est un petit peu en retard, il va falloir redresser la barre sur tel et tel critère. Alors là on parle de 2 sortes de KPI. Il y a les KPI liés au déploiement, donc comment est-ce qu'on mesure l'efficacité d'un déploiement d'un outil comme ça au sein du groupe. Et donc là on va regarder le taux d'adoption. Le taux d'adoption, c'est pas seulement les gens qui utilisent l'outil, c'est le nombre de contenus d'actions qui sont faites à travers l'outil par rapport au nombre de contenus d'actions sur les réseaux sociaux qui sont faites en dehors de l'outil. Un outil comme ça qu'on déploie au sein d'un groupe au niveau international, ça n'a de sens que si tout le monde est dessus et que si toutes les actions sont faites dessus. Donc on est très vigilant là-dessus, c'est très compliqué, ça demande beaucoup de diplomatie et de temps. Donc ça c'est pour la phase de déploiement. Et puis ensuite il y a la phase des actions qu'on fait au quotidien sur les réseaux sociaux. Et là comme tout le monde, je crois, on utilise ce qu'on appelle les vanity metrics, c'est-à-dire le reach et l'engagement. Mais c'est vrai que pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas très satisfaisant encore. Quand on s'interroge sur le sens de ces métriques, il n'est pas si évident que ça. Le lien, la finalité comme de tous les groupes, c'est de vendre des produits. Et le lien entre quelqu'un qui a liké un contenu, qui l'a vu, et l'achat, il n'est pas si évident que ça. On le tient tous pour acquis, mais il n'est pas si évident que ça. Et donc cette approche héroïste, c'est vraiment ce vers quoi on tend, être capable de mesurer le retour sur investissement de ce qu'on fait sur le social media. En attendant d'y arriver, comme tout le monde, donc on travaille sur le reach, l'engagement, etc. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de standardiser ces mesures. On s'est aperçu qu'au sein du groupe, il y avait des gens qui mesuraient, qui calculaient les choses de différentes façons. C'est déjà compliqué parce que Twitter, Facebook, Instagram ne mesurent pas le reach ou les impressions de la même façon. Il y a même des calculs qui sont parfois assez trompeurs. Donc on essaie de créer des standards et de faire en sorte que tout le monde utilise les mêmes façons de calculer. Là encore, Sprinklr va nous aider parce qu'on a la possibilité, quand on aura tout le monde dessus, d'avoir des dashboards standardisés que tout le monde utilisera pour ses reporting. Mais voilà, c'est pas évident encore et on essaie de tendre vers ça. Donc des métriques communs à l'ensemble du business Michelin, des lignes business, des régions, des pays. On parle de métriques. Comment concrètement on en arrive à servir le métier au travers de quels grands axes? Alors, dans l'immédiat, nos priorités pour l'année prochaine, c'est de travailler sur la préférence de marque. Et c'est l'activité principale qu'on a sur les réseaux sociaux. Le cycle d'achat d'un pneumatique est assez long. On achète un pneu tous les 2, 3, 4 ans. Et donc, on a besoin de parler aux consommateurs entre ces phases d'achat. Donc, on a différentes stratégies en place, mais qui sont assez classiques. On va travailler avec des influenceurs, on a des stratégies de contenu, on a même des applications pour les employés afin qu'ils deviennent ambassadeurs de la marque et qu'ils puissent partager leur contenu assez simplement sur tous les réseaux sociaux. Donc ça, c'est le travail un peu de base des réseaux sociaux pour créer la préférence de marque et que lors de la phase d'achat, on soit en ce qu'on appelle en top of mind des consommateurs. Il y a un deuxième pilier qui est le support client. Donc non seulement, et on voit qu'on est dans un business assez compliqué, le cycle d'achat des pneumatiques est assez long, puisque je disais tous les 3-4 ans, mais en plus c'est quand même vécu encore pour beaucoup de gens comme une contrainte, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de changer de pneus et quand on est obligé de le faire, on a envie de le faire vite et d'y passer moins de temps possible. Et donc le support client est assez important pour nous. Donc je ne parle pas tellement du support client de défaut de produit parce qu'on n'a pas de défaut sur nos produits, mais je parle surtout du support client en phase d'achat pour aider le consommateur à trouver le bon pneu. Et là on s'est aperçu qu'il avait l'habitude de s'adresser à nous un peu par n'importe quel canal.
Il peut arriver via Facebook, Twitter, via des pages dédiées sur les sites internet. Souvent au mauvais endroit, il va se retrouver sur une page de pneus vélo pour une question sur un pneu voiture, etc. Et puis parfois avec des questions assez techniques, parce que le pneumatique, on ne le sait pas, mais est un produit très très technique. Et donc on a besoin de réadresser ces demandes aux bonnes personnes. Et donc on est en train de brancher dans le cadre du déploiement de Sprinklr tout le support client sur Sprinklr pour pouvoir adresser les bonnes questions aux bonnes personnes et surtout pouvoir suivre les réponses. Parce qu'on arrivait déjà à réadresser les bonnes questions, mais comme on le faisait par mail, on n'avait souvent pas de suivi sur ce qui s'était passé après. Et donc maintenant, on va pouvoir savoir quel a été notre taux de réponse et si on a bien pu adresser ces questions du client. Et puis un troisième sujet qui est le e-commerce. Je parlais tout à l'heure de ROI. Donc quand on fait du e-commerce, ça c'est facile de suivre, d'avoir une approche héroïste. Alors, on a des plateformes de vente en ligne, on en a acheté quelques-unes comme Allopneu, et puis on a des partenaires, on a un réseau de distribution. Mais sur le social media, il ne faut pas se leurrer, on en parle tous depuis longtemps, mais aujourd'hui, ce n'est pas tellement une réalité, le e-commerce sur le social media. Pour autant, Facebook vient de lancer Marketplace, qui aujourd'hui est réservé aux particuliers, mais qui demain, on pense, va être ouvert aux professionnels. Et donc, on suit ces tendances-là de près, parce que quand ça va arriver, c'est un virage, à mon avis, qu'il ne faudra pas rater. Alors, on est en cours, ce travail est en cours avec tes équipes. Ça va nous occuper une bonne partie de l'année prochaine. Pour autant, est-ce que tu peux partager avec nous ce qui, à tes yeux, en 2018, constituera les quelques points clés d'attention pour Michelin sur la partie digitale? Qu'est-ce qui va vraiment, à ton avis, pouvoir grandement évoluer et qui occupera finalement la phase d'après, une fois qu'on aura mis en place tout ce dont on vient de parler? On parlait tout à l'heure de la difficulté d'avoir une approche héroïste et de mesurer le retour sur investissement des démarches qu'on fait en social media. Et il y a quand même des nouveaux formats là, qui sont extrêmement intéressants, qui sont en train d'être développés par notamment Facebook et Google, qui mélangent ce qu'on appelle le people-based marketing, c'est-à-dire la capacité à suivre non plus les appareils à travers des cookies, donc les devices, mais tu vraiment les personnes. C'est-à-dire qu'une même personne, quel que soit le device sur lequel elle consulte une publicité, on pourra savoir que c'est la même personne grâce à une ID unique. Et quand on croise ça, d'une part, avec du géotargeting, la géoloc, on commence à avoir des choses assez précises. Et donc il y a des formats publicitaires qui sont en train d'être déployés où on peut savoir qu'une personne qui a vu une publicité sur son smartphone chez elle et puis sur son ordinateur au bureau est ensuite allée dans tel magasin, tel jour, à telle heure. Il y a une dernière étape qui manque encore, c'est de croiser ça avec les données des ventes du magasin. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir travailler. Mais quand on aura fait ça, on pourra vraiment mesurer très efficacement l'efficacité des campagnes publicitaires. Pour autant, ça pose des questions. C'est-à-dire que quand ces formats-là vont vraiment être déployés et seront utilisés par tout le monde, je pense que ça va être tellement efficace qu'on va miser beaucoup de nos budgets publicitaires là-dessus. Et il y a sans doute, à mon avis, un risque de désintermédiation parce que les données clients, elles restent quand même chez les plateformes. Aujourd'hui, ils ne les partagent pas encore avec nous. Et donc, il va falloir à la fois utiliser ces formats-là, mais pas se couper de nos clients. C'est pour ça que nous, on est en train de monter des projets de DMP et de CRM au sein du groupe pour garder quand même cette donnée client et ce rapport avec ce client-là avec le client, et ne pas se faire désintermédier au fur et à mesure qu'on investira de plus en plus sur ces nouveaux formats. Ok, il nous reste 1 minute. Si on parle du mode projet dans lequel on a parlé de beaucoup de points positifs, les KPI, les services rendus au business, en tout cas ce qui va être visé. Est-ce qu'on peut-être s'interroger aussi sur les challenges en ce moment qu'on rencontre, les quelques points d'attention sur lesquels il faut qu'on revienne parce qu'ils n'ont pas été forcément anticipés. Tout n'est pas parfait from day one quand on envisage un tel projet. Tu peux revenir rapidement dessus ? Oui, déployer un outil comme Sprinklr, c'est avant d'être un projet digital, c'est un projet de transformation. Il faut changer les habitudes de travail des personnes dans différents pays. Il faut leur apprendre à travailler ensemble de façon différente. Il faut derrière sans doute aussi réorganiser l'écosystème pour que l'outil soit en phase avec ça. Et donc ça prend beaucoup de temps. Les gens voient la valeur de l'outil une fois qu'ils sont dessus, mais il y a quand même une phase d'apprentissage et de montée à bord qui est compliquée. Donc il ne faut pas négliger cet aspect-là. Il faut vraiment prévoir du temps, il faut vraiment prévoir l'accompagnement. Nous, on a commencé à prévenir les gens qu'ils allaient basculer sur cet outil-là 1 an à l'avance, à les prévenir des coûts qu'il y aurait pour eux à prendre en charge en interne au sein de chaque entité, du temps qu'il faudra y consacrer. Voilà, c'est un vrai projet de transformation. Il faut une équipe, on a une personne dédiée à ça au sein du groupe qui passe énormément de temps et d'énergie. Et c'est un projet qu'on aura fait quasiment sur 18 mois pour embarquer à peu près 160 personnes cette année. L'objectif, c'est d'avoir 100% des gens à bord à la fin de l'année 2018. Et avec un executive sponsorship.
Et oui, je présente donc ça au CEG, au comité exécutif du groupe cette semaine. Donc c'est vraiment un projet qui est porté par les plus hautes instances du groupe jusqu'en bas. Merci. Merci à toi, merci à vous.